retourner dans le Pacifique, mais pas uniquement en Nouvelle-Calédonie. Il y aura un usage aussi de quelques exemples plutôt de Papouasie-Nouvelle-Guinée sur les questions minières. Donc l'idée, c'est de traiter ce triangle dont on parlait en introduction, à savoir terre, territoire, mine. Donc la question de départ, c'est celle-là, justement, c'est comment les questions foncières et territoriales, donc territoriales au sens politique du terme, c'est des questions de souveraineté aussi, comment elles sont articulées dans tous les sens du terme, exprimées aussi dans la négociation de projets miniers. Donc la notion de projet est importante. Donc l'idée là, on est dans une logique, une approche plutôt d'anthropologie politique de la mine et de la gouvernance des ressources naturelles. Donc ce qui est important dans la compréhension des configurations qui sont générées par un projet minier, c'est justement ça, c'est la notion de projet au sens d'un afflux qui est massif, brutal de ressources de tous ordres, donc des ressources humaines, financières, technologiques. Donc on est dans des situations d'asymétrie qui sont souvent extrêmes, alors plus ou moins extrêmes en fonction de l'historique ou de l'antériorité de la question minière. Elles sont d'autant plus fortes qu'un projet arrive dans une zone où il n'y a jamais eu de mine en fait, ou d'exploitation minière. Et donc c'est des asymétries de moyens, de pouvoir, mais aussi d'informations et de connaissances sur les règles. Donc il y a une très forte situation d'incertitude normative en fait, c'est-à-dire que les règles du jeu ne sont pas du tout claires et anticipables par les populations locales souvent. La question des impacts se pose, mais de manière, on y reviendra justement plus ou moins localisée, c'est-à-dire il y a l'emprise minière, mais les impacts sont plus larges que ça. Et donc il y a une espèce de brutalité temporelle au sens où les choses arrivent très brutalement et très rapidement. Donc ce qui veut dire aussi que dans l'analyse de ce triangle mine, terre, territoire, il faut avoir une attention forte aux questions temporelles, aux dynamiques, au sens de timescapes, de paysage temporel. Là, je reprends la notion à Barbara Adam, qui a beaucoup travaillé sur cette question, entre autres par rapport à des enjeux environnementaux. Donc, il y a cette temporalité au sens historique du terme, c'est-à-dire une profondeur historique plus ou moins grande, dans certains cas courtes, c'est-à-dire des projets qui démarrent récemment alors qu'il n'y a pas eu d'exploitation minière avant, ou alors des situations inversement, c'est le cas que je mentionnais au Laos ce matin, des situations où on a une très longue durée d'extraction minière, même si elle n'a pas été en continuité absolue. Après, ce qu'il faut prendre aussi en considération, c'est le type de temporalité, c'est-à-dire les moments clés. On a parlé de moments critiques, de critical juncture. La notion d'événement, je pense, est extrêmement importante parce que c'est des moments, un événement au sens large du terme, on y reviendra. C'est des moments où il y a des reconfigurations possibles des relations, mais il y a aussi des questions de longue durée. Et enfin, il y a les rétroactions entre périodes de l'histoire, donc les dimensions, disons, mémorielles ou patrimoniales. Donc c'est autour de ces questions-là qu'on va discuter. J'ai commencé par trois images justement pour renvoyer à cette temporalité. Donc là on est en Nouvelle-Calédonie. Cette photo, c'est la photo d'une fonderie qui est située sur la côte sud-est de la Nouvelle-Calédonie, à Oroué, dans la commune de Thio. Et c'est une fonderie qui a été construite en 1889 et dont l'activité n'a duré que 2 ans. Donc on peut estimer que ça a été très court, donc avec un impact limité. Mais en fait, l'impact a été beaucoup plus large qu'on peut l'imaginer a priori, dans la mesure où entre la mine et cette fonderie, et donc après l'exportation, il y avait un quai, un wharf, tout ce cheminement passait par une tribu, alors au sens administratif et calédonien du terme, c'est-à-dire un espace foncier qui avait été attribué à un groupe kanak. Et donc ce groupe kanak en question, il est parti en fait. Donc ils ont été partiellement expulsés par l'arrivée de la fonderie et ils se sont dispersés ensuite. Et en fait, il y a toute une histoire après, là, ça c'est juste une photo d'un événement à un moment donné, mais il y a toute une histoire après de déplacements successifs de cette tribu en fonction des impacts de l'activité minière. Donc il y a des effets sur la durée qui se construisent et qui construisent des mémoires particulières qui font en particulier que les gens de cette localité-là sont extrêmement réticents et peu confiants par rapport aux entreprises minières. Et donc on arrive à une autre sorte d'incertitude en quelque sorte, c'est une incertitude morale, c'est l'absence de confiance dans la relation qu'on peut avoir avec un acteur extérieur, que ce soit la mine ou l'État d'ailleurs. Donc là on est dans la longue durée, disons coloniale, parce qu'en Nouvelle-Calédonie il n'y avait pas d'exploitation minière précoloniale, sauf un peu d'extraction de jade en fait, dans certaines localités bien spécifiques. Là on est dans le temps plus court colonial, alors la photo n'est pas très explicite.
c'est en fait les fondations du siège de la SLN. SLN, on en a parlé longuement avec Jean-Michel tout à l'heure. Donc ça, c'était leur siège à Thio, qui était un peu de leur site historique, donc sur la côte est, pas très loin de la fonderie, donc on a vu tout à l'heure. Et en fait, ce siège de la SLN, il a été détruit pendant les événements, c'est-à-dire la période très conflictuelle, qui est un espèce de mix de guerre civile et de lutte anticoloniale des années 84-88. Et bizarrement, donc on est vraiment dans l'histoire coloniale courte, c'est-à-dire la mine qui devient un enjeu, mais en même temps c'est un enjeu un peu collatéral. Ça a été dit aussi par Jean-Michel, c'est qu'avant les années 90, au fond en Nouvelle-Calédonie, la question minière n'était pas forcément centrale, n'avait pas été construite comme question politique en fait, en particulier par les indépendantistes. Et la destruction du siège de la SLN, dont on peut quand même concevoir que ce soit un événement pas anodin, était finalement plutôt un événement, un sous-produit en quelque sorte d'un conflit qui se situait ailleurs, du côté de la reconnaissance politique, du côté de la revendication foncière, et du côté aussi plus largement une revendication à caractère culturel. Mais comme si cette durée coloniale et semi-postcoloniale, c'est-à-dire de période de décolonisation, n'était pas suffisante, il y a aussi, sous cette durée minière, il y a ce qui s'est passé avant la mine, et ce qui est intéressant en Nouvelle-Calédonie, et ce n'est pas non plus un cas complètement original de ce point de vue-là, c'est qu'il y a de plus en plus, via aussi une connaissance archéologique qui se développe, qui s'affine, il y a une connaissance de plus en plus forte des usages précoloniaux des espaces qui sont maintenant les espaces miniers en Nouvelle-Calédonie. Il y a eu pendant assez longtemps une idéologie qui était très proche de l'idéologie coloniale de la terre vacante et sans maître, qui disait au fond les zones minières en Nouvelle-Calédonie sont des zones plutôt dans les hauteurs, qui sont très peu propices à la culture, à l'agriculture, et qui par conséquent sont des zones qui étaient vides d'hommes. Donc ça légitime d'autant plus facilement le fait qu'on y fasse de l'extraction minière qui va développer le pays, produire des richesses, etc. Et en fait, plus on avance dans la connaissance archéologique et historique, et plus on s'aperçoit que ces zones n'étaient pas vides, elles n'étaient pas peuplées de façon permanente, mais c'était des zones d'échange, de rituels, etc. extrêmement importantes. Et de plus en plus, les populations kanaks se saisissent du savoir archéologique, et du fait qu'il y a un institut archéologique en Nouvelle-Calédonie d'ailleurs, pour revendiquer des espaces ou revendiquer au moins la reconnaissance d'avoir été les premiers occupants du lieu. Ça ne veut pas dire que les gens vont revendiquer la terre au sens strict du terme, mais ils vont revendiquer un droit à la parole, un droit à la négociation par rapport à ces espaces miniers. Donc on voit que la question temporelle, il y a un télescopage de plusieurs époques qui peuvent être réactivées en fonction d'un conflit à un moment donné ou d'une autre revendication. Et tout ça, ça s'inscrit aussi dans un paysage. Donc là, merci Rirt, parce que c'est une photo qu'il a prise depuis l'hélicoptère de la SLN. C'est une espèce de synthèse en fait, de l'histoire minière telle qu'elle s'incorpore dans un paysage local. À savoir la mine du Plateau qui présente, je crois que ça a été dit tout à l'heure, enfin pas spécifiquement pour celle-là, mais qui présente la particularité d'être une mine qui a été exploitée sur une durée longue avec quasiment pas d'interruption, donc sur plus d'un siècle. Donc là, on voit bien comment ça se passe, l'exploitation minière, c'est un découpage de la montagne en tranches, donc on peut trouver ça affreux ou très esthétique selon les goûts de chacun. En dessous, on a le village de Thio, qui est un village qui, historiquement, est une création de la SLN. Celle qui a construit le schéma villageois, les bâtiments, etc. La rivière de la Thio était une rivière de transbordement, mais qui petit à petit a été engravée par l'activité minière. Au fond, on a les logements SLN, la zone industrielle, le wharf, c'est toute la zone qui était vraiment la zone où a été construite une autre fonderie dans les années, dans l'entre-deux-guerres, en fait, ça a duré à peu près une vingtaine d'années, à l'époque où la SLN avait son siège à Thio, en fait, donc dans cette localité-là, avec le wharf pour la sortie du nickel. Et puis à côté, on a Thio Mission, c'est-à-dire on a aussi une part de la colonisation qui est la colonisation missionnaire avec le regroupement de population autour d'une église. Donc c'est un phénomène qui se fait, c'est-à-dire que la colonisation, ce n'est pas un mouvement homogène, il y a la colonisation minière, la colonisation missionnaire et la colonisation par l'État colonial, c'est des processus qui sont relativement hétérogènes et parfois un peu déconnectés les uns par rapport aux autres. Et puis nos deux tribus, la Saint-Philippot et Oroué, s'il y a des flèches, ce n'est pas juste parce que la photo a été mal cadrée, c'est parce qu'elles ont été déplacées aussi, en particulier, du fait de l'exploitation minière. Donc Oroué, c'est là où se situait en particulier la fonderie qu'on a vue tout à l'heure. Donc on voit aussi la manière dont les paysages temporels s'inscrivent dans des paysages matériels à un instant T. Donc pour élargir le débat, donc je vais prendre quelques exemples. Bon, je vais plutôt me concentrer sur la Nouvelle-Calédonie parce que c'est celle que je connais le mieux, mais j'utiliserai aussi des
des illustrations en provenance en particulier de Papouasie-Nouvelle-Guinée et de Papouasie occidentale, donc c'est la Papouasie indonésienne, donc c'était une zone anciennement néerlandaise qui a été recolonisée, c'est-à-dire l'Indonésie est indépendante depuis 1946. À l'époque, la Papouasie occidentale, qui faisait partie des Indes néerlandaises, est restée dans le giron néerlandais. Alors, il y a eu des tas de projets de recolonisation blanche, etc. Globalement, ça a été un gros délire. Mais bref, en 1963, les Hollandais ont lâché du lest et c'est les Indonésiens qui ont récupéré cet espace. Et finalement, on est dans une situation qui est parfaitement coloniale, mais avec en particulier au milieu de ce territoire, Freeport, qui est une des plus grosses mines d'or de la planète et qui est détenue par un groupe américain. C'est McMoran, ils n'ont qu'un site minier sur la planète et ça leur suffit largement, tellement cette mine est énorme. Bref, on y reviendra tout à l'heure. Donc les exemples que j'utilise sont issus, d'une part pour ce qui est de la Nouvelle-Calédonie, de plusieurs programmes de recherche qui ont été financés par le CNRT Nickel et son environnement, qui présente ceci d'intéressant d'être une agence qui est calédonienne, financée par les industriels et par les collectivités, c'est-à-dire l'État français, mais aussi le gouvernement de la Calédonie et les provinces, gérée de manière tripartite par industriels, collectivités et recherche, et qui propose des appels à projets qui sont des appels à projets recherche. Et donc c'est aussi en même temps un peu devenu une plateforme de discussion et de dialogue entre ces partenaires de l'arène minière. Alors c'est une partie de l'arène minière, les autorités coutumières ou la société civile ne sont pas dedans, mais c'est nettement mieux que rien quand même. Et puis par ailleurs, on commence à développer avec des collègues basés dans la région des travaux comparatifs, et en particulier, Jean-Michel est partie prenante de cette sombre histoire, mais en particulier, on essaie de voir comment se construisent les relations entre enclaves minières et construction de l'État. En Nouvelle-Calédonie et en Papouasie, on a en gros 2 îles et 4 États, entre guillemets, à savoir en Papouasie, très clairement, il y a un État indépendant, et puis la Papouasie occidentale qui est dans une situation coloniale, donc partie de l'Indonésie. Et en Nouvelle-Calédonie, évidemment, on a un territoire commun, mais on a aussi des projets miniers et des relations à la province qui sont des relations très différentes. Donc on a une espèce de comparaison à plusieurs niveaux qui est extrêmement intéressante. Et puis par ailleurs, on est en train de terminer avec un collègue australien, Colin Feiler, un livre un peu comparatif sur des études de cas sur comment se construit la politique locale de la mine en Papouasie et en Nouvelle-Calédonie. Donc pour discuter de mon triangle terre-territoire-mine, on va partir de l'idée qu'un projet minier, ça constitue une enclave, mais c'est même plus que ça, c'est une triple enclave qui est à la fois matérielle, institutionnelle et idéologique. Donc c'est ça que je vais développer. Alors, l'enclave matérielle, donc un projet minier, il se définit d'abord par une certaine matérialité. D'une part, il est localisé, il s'agit de trouver un gisement. Il est localisé, il présente une certaine forme géologique, c'est tel ou tel minerai. Donc il y a une matérialité qui est incontournable en fait d'un site minier. L'aspect matériel, il est évidemment dans le processus d'extraction, c'est-à-dire à quel point on est dans une logique d'industrialisation ou d'extraction très, très simple et plutôt manuelle. Le degré de mécanisation, actuellement, il y a aussi pas simplement un degré de mécanisation, mais un degré d'automatisation qui devient de plus en plus important, ce qui veut dire aussi que ça réduit très très fortement la quantité de main-d'œuvre nécessaire au fonctionnement d'un site minier. Bon, les cas les plus avancés sont peut-être les mines de fer, je crois, de Kiruna dans le nord de la Suède, de ce point de vue-là. Donc on a à la fois une diminution de la force de travail nécessaire, sauf au moment du chantier de construction, s'il y a une usine de transformation, donc s'il y a de la métallurgie associée. Donc ça fait aussi une grosse différence. Est-ce que c'est juste de l'extraction ou est-ce qu'on a de la métallurgie avec on a une transformation aussi des mobilités, avec les systèmes de fly-in, fly-out qui deviennent de plus en plus importants. C'est pour ça que je posais la question par rapport aux villes minières. Ça pose la question de l'obsolescence aussi des villes minières d'un certain point de vue. En Papouasie, il n'y a plus vraiment de villes minières en fait. Et on pense au cas du projet Goro au sud de la Nouvelle-Calédonie. C'est intéressant parce que les premières idées de ce projet qui sont anciennes, qui dataient déjà des années 70, l'idée c'était de construire une ville autour de la mine. Et en fait, le projet s'est réalisé beaucoup plus tard. Il a démarré plus ou moins en 92, mais réellement dans les années 2000. Et à ce moment-là, il n'était absolument plus question de construire la moindre ville. On a construit une base vie qui a permis, ceci dit, d'accueillir 6 à 7 000 personnes qui venaient en particulier d'Asie, donc des Philippines, de Corée, de Chine, de Thaïlande.
mais il n'y a pas eu du tout de construction urbaine. Et ça, c'est vraiment un déplacement qui est très, très frappant. Et dans un pays comme la Calédonie, où on a cet historique un peu long de l'histoire minière, il y a un peu toutes ces strates, c'est-à-dire on a aussi des villes minières, il y a aussi des villes minières qui ont existé, qui ont été abandonnées, et qui étaient, par rapport à la question de Riert tout à l'heure, qui étaient des vraies villes, au sens de lieux de socialisation très importants, qui étaient d'ailleurs, d'un certain point de vue, il y a la ville de Thiébagui, à côté de la mine, à l'époque, dans les années 60, c'était au fond le seul lieu de socialisation un peu urbanisé de la province nord. Donc de ce point de vue-là, c'était une vraie ville, mais qui n'a existé que le temps de la mine. Quand la mine a été fermée en 65, la ville a été fermée aussi, en fait. Par contre, quand la mine a été réexploitée dans les années 90, elle a juste été vidée de sa substance par la compagnie canadienne, je crois, australienne, qui est venue, et il n'y a pas eu du tout de réurbanisation, en fait. Alors la question de la matérialité, c'est aussi la question évidemment des impacts, c'est-à-dire qu'il y a une emprise minière, il y a une concession qui est parfaitement délimitée par un cadastre minier, il y a de l'extraction avec le front d'extraction qui bouge en fonction des analyses qui sont faites. Donc voilà, cette matérialité et cette localisation de la production sont très claires, mais en même temps, la portée est bien plus large parce qu'il y a les impacts aussi matériels, c'est-à-dire en particulier environnementaux, tous les débordements dont on parlait, les débordements miniers, qui font que l'emprise réelle d'une mine, elle est bien plus large évidemment que la concession minière. Et que cette délimitation, et la délimitation de qui est responsable de quoi, donc où se situent les frontières, c'est évidemment un enjeu majeur dans les négociations, en particulier entre populations locales et industrielles. Et puis ce dernier point, ça amène aussi à des développements de discours qui sont assez intéressants du côté des entreprises minières, qui deviennent... Bon, il y a tout le discours de la responsabilité sociale d'entreprise, etc., qui est une façon, a priori, justement, de déborder de l'enclave, c'est-à-dire de dire la mine fait de la mine, mais fait autre chose, fait du développement, participe au développement local. Donc c'est une façon, du point de vue du discours des industriels, d'être au-delà de l'enclave minière. Mais en même temps, on arrive à des espèces de situations un petit peu que je qualifierais de surréalistes, où il y a vraiment un discours qui devient complètement mimétique avec le discours d'ONG environnementalistes, où on a l'impression que les mines sont là pour faire de l'environnement. Ça a été étudié en particulier par Caroline Siegel à Madagascar, et vraiment le mimétisme des discours est assez troublant. Donc on peut se poser la question de savoir si ce discours de RSE, de développement durable tenu par les entreprises minières, c'est une forme d'ouverture de l'enclave ou c'est au contraire une forme de durcissement de la frontière, c'est-à-dire bon, on fait du développement en dehors, ce qui nous permet de faire ce qu'on veut en dedans. Je caricature évidemment, mais en tout cas se pose la question de la fonction réelle de ce discours de responsabilité sociale. Il n'est pas sûr que ce soit in fine une ouverture de l'enclave. Et au total, je trouve que ça repose cette question que une fois de plus, c'est une question relativement ouverte, mais on sent bien qu'il y a un déplacement de la problématique des relations sociales de production vers les relations sociales de compensation, en particulier du fait de ces débordements environnementaux, de ces dégradations, de ces dommages qui deviennent de plus en plus un enjeu fort et qui le deviennent de plus en plus en termes de proportion que la quantité de main-d'œuvre employée par une entreprise minière a tendanciellement à diminuer. Alors, le deuxième type d'enclave, c'est l'enclave, disons, politique et institutionnelle. Donc, il y a une manifestation très immédiate de l'aspect enclave institutionnelle, c'est qu'on n'a pas d'accès libre à un site minier. Et quand on arrive à l'entrée d'un site minier, il faut montrer patte blanche, c'est-à-dire montrer sa carte d'identité ou son passeport, qu'on laisse à l'entrée. Et là, on peut rentrer, ou alors il faut prendre rendez-vous. On ne rentre pas comme ça sur une concession minière. Et par ailleurs, il y a un aspect plus indirect et très très fort, c'est qu'un projet il est forcément enchâssé, quelle que soit la force ou la faiblesse d'un État, il est forcément enchâssé dans un dispositif institutionnel complexe. Il y a un cadastre minier, il y a des concessions qui ont été délimitées, des permis qui ont été délivrés. Il y a une fiscalité, alors plus ou moins efficace, plus ou moins récente, plus ou moins respectée. Il y a plus ou moins des réglementations environnementales, il y a des obligations de plus en plus fortes d'études d'impact environnementales, d'études d'impact social. Enfin, les études d'impact social, en général, passent quand même fortement à la trappe, globalement. Mais en tout cas, voilà, un projet est enchâssé, une fois de plus, quel que soit le fonctionnement réel d'un État, dans un dispositif institutionnel. Mais on y reviendra parce que ça peut prendre des formes différentes. Et au fond, la négociation d'un projet, ça génère aussi toute une production institutionnelle. Et de plus en plus, on est dans des situations où on a une espèce d'apparent face-à-face entre une firme et une communauté, avec une tendance au contournement très fort de l'État,
qui se manifeste par la prolifération de ce qu'on appelle les accords locaux Impact and Benefit Agreements, qui sont des accords signés entre communautés locales et entreprises minières. Alors, il ne faut pas non plus exagérer l'absence de l'État dans ces moments-là. Alors, je sais plus si c'est là que je l'ai mis ou si je l'ai mis après, mais peu importe. Mais l'absence de l'État, elle peut être un peu sélective, comme l'a dit un politiste qui s'est beaucoup intéressé à la question minière en Amérique latine. L'État se retire au moment où il ne veut pas trop savoir. Enfin, il peut y avoir des tactiques de l'État pour être plus ou moins présent. Et puis on s'aperçoit que l'État est souvent présent quand même en creux, même si en apparence on a une négociation qui a l'air d'être bilatérale. Et je sais que j'ai un souvenir qui m'avait vraiment beaucoup frappé d'une présentation par un... Alors je ne sais plus si c'était plutôt un expert qu'un chercheur, mais peu importe, là c'est pas un point important, mais justement racontant une négociation d'un accord de ce type au Chili entre une entreprise minière et la communauté locale, et montrer tout le processus qui manifestement s'était plutôt bien passé, et donc qui était vraiment un face-à-face, donc il y avait une espèce d'image du face-à-face mine-communauté locale, puis à la fin, pour illustrer et donner un peu, égayer en fait son propos qui avait été un peu austère, il nous a montré quelques photos, puis en fait il y avait des employés de l'État partout, tout le temps, quoi. Ils étaient tout le temps là, mais en creux, pas forcément au centre du paysage. Donc il ne faut pas surestimer l'absence de l'État. Mais par contre, c'est intéressant de voir à quel moment l'État est là ou pas là, et on l'a vu dans des cas calédoniens, où à certains moments, l'État veut rentrer dans le jeu et se fait éjecter, d'autres moments, il y arrive. Enfin, ça peut varier. Alors ce qui est intéressant à partir de là, c'est de se poser la question de... Et là, on sort d'une vision purement enclave pour se poser la question qui va avec la notion d'enclave, à savoir une enclave... À un moment donné, il faut que ça s'ouvre, c'est-à-dire le minerai, déjà, il doit sortir, donc on sait bien que l'enclave n'est pas fermée à 100%, mais on peut se poser la question de savoir où se situent les branchements politico-institutionnels, administratifs, etc., entre l'enclave minière et différents échelons administratifs. Et c'est ça qui fait des vraies différences, en fait. Et je pense que le propos de Jean-Michel de ce matin sur le cas de la Nouvelle-Calédonie est frappant, c'est-à-dire qu'on a deux projets, un au nord, un au sud. Au sud, on a quelque chose qui ressemble à l'enclave classique, où il se passe un truc à l'intérieur, et où normalement les retombées passent par d'autres mécanismes, en particulier la fiscalité, le travail. Bon, après, ça n'a pas marché comme prévu, parce qu'il y a eu des gros conflits avec les populations locales, que l'entreprise s'est un peu sous-estimé la capacité de réaction des populations autochtones qui ont su s'organiser. Mais on avait vraiment un schéma a priori assez classique d'enclave avec ce face-à-face qui est construit idéologiquement aussi entre entreprises et communautés locales. Alors qu'au nord, c'est une autre idée. C'est l'idée qu'on n'a pas justement, on ne veut pas être dans l'enclave. Ou alors on peut dire les choses autrement, c'est que l'enclave se situe à un autre niveau. C'est-à-dire que la discussion se fait entre la firme et la province nord, c'est d'ailleurs le gouvernement d'une entité qui est bien plus large que la localité où se passe le projet. C'est aussi un phénomène d'enclave parce que là où le branchement ne se fait pas, c'est peut-être plus localement entre le projet et les populations locales. Alors il se fait via une redistribution de type emploi sous-traitance. Sur la discussion des mécanismes environnementaux, etc., on peut discuter. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la province Nord a cherché à socialiser un projet au-delà de la localité même du projet qu'il n'y a pas un phénomène d'enclave qui se construit. Mais juste les branchements sont ailleurs. Et si on compare avec la Papouasie, c'est intéressant, et la Papouasie occidentale, c'est que le projet dont je parlais de Freeport en Papouasie occidentale, là on a une énorme mine d'or, cuivre et or, mais c'est surtout or. On a une grosse entreprise américaine, et au fond, l'enclave, elle se construit totalement différemment. Elle se construit en abstraction du local, c'est-à-dire qu'il y a une enclave matérielle, à savoir les barbelés, l'usage par l'entreprise de milices privées, mais aussi en fait de la police indonésienne, pour étouffer tout mouvement de contestation de la part des populations locales autochtones. Et puis d'autre part, il y a un branchement direct entre l'entreprise et les plus hauts niveaux de l'État sur un registre parfaitement clientéliste. C'est-à-dire une enclave minière, ça peut se construire aussi comme ça, en fait. Donc c'est ça qui est intéressant par rapport à cette discussion sur l'enclave minière, c'est plutôt se poser la question de à quel échelon se pose l'enclave et où se situent les branchements politiques, administratifs, institutionnels. Et puis après, l'enclave, j'ai déjà un peu annoncé ça dans la façon dont se construit cette espèce de face-à-face qui n'est pas totalement réel entre communautés locales et entreprises minières. D'une part, il y a toute une série de discours de justification qui tournent autour, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, qui tournent autour de la négation de l'enclave. C'est-à-dire tous les discours de responsabilité sociale d'entreprise, développement durable, participation éventuellement modernité, même si le terme est un peu obsolète, mais c'est un discours qui a été évidemment employé par les entreprises à certains moments, qu'il est beaucoup moins maintenant, encore que,
ce discours de justification, il est sur la négation de l'enclave. Donc il y a une construction idéologique de l'enclave n'existe pas, puisqu'on est là pour faire du développement de manière beaucoup plus large. Après, la question qui se pose, et qui est une question empirique, c'est ce discours de justification, indépendamment des pratiques à un certain stade, à qui il s'adresse en fait. Donc, il y a toujours une question d'audience aussi. Quel est le public destinataire du discours de RSE ou de développement durable? Est-ce que c'est un public localisé ou est-ce que c'est un public plutôt extérieur? Et la question n'est pas forcément complètement évidente à trancher. Donc une fois de plus, bon ça je l'ai dit, donc il y a cet aspect de construction idéologique du face-à-face firme-communauté, même si ce n'est pas que de la construction idéologique, parce que ces accords, après, ils permettent une certaine forme de redistribution d'une partie des revenus miniers, ils permettent de l'emploi local, ils permettent un développement de sous-traitance, ils permettent un certain nombre de choses. Il ne s'agit pas de les sous-estimer, mais ils sont aussi construits idéologiquement. Ce n'est pas juste un espèce d'accord pragmatique ou un contrat au sens strict du terme. Après, ce que je trouve intéressant, c'est de se poser la question de la place de la mine dans un projet national. C'est-à-dire, et là, ça rejoint là encore le débat, par exemple, calédonien. Est-ce que la mine, c'est juste justement une enclave qui va permettre de produire des richesses, d'exporter du minerai, éventuellement d'avoir des effets redistributifs, ou est-ce que la mine rentre dans un projet un peu plus large? Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce projet, il y a le projet national, donc tout ce qui tourne autour de l'idéologie ou l'idée du nationalisme des ressources, face à une logique qui serait beaucoup plus extravertie. Mais il faut se poser la question aussi de la façon dont des projets miniers rentrent aussi dans une logique idéologique et beaucoup plus localisée, à savoir un discours d'autochtonie, par exemple. Donc on voit que dans la façon dont un projet minier va être compris, représenté, imaginé, il y a une espèce de tension entre les stratégies qui sont des stratégies de localisation forte, avec un discours d'autochtonie, de lien à la terre, qui justifie le fait d'être partie prenante du projet, et que le projet soit quelque part incorporé à la construction locale, une tension entre ça et puis des discours qui sont beaucoup plus globalisants sur l'enjeu minier. Donc ça, c'est une façon de réintégrer la question de l'idéologie dans la manière dont se construit, une fois de plus, une enclave. Et l'enclave étant, il faut garder, quand je dis enclave, il faut se dire, c'est une espèce de raccourci pour dire l'enclave et tous les branchements institutionnels, politico-administratifs, matériels, etc., qui vont avec, économiques aussi. À partir de là, on peut se poser la question de... Je vérifie que je n'oublie rien dans les petites notes que j'ai rajoutées. La question de situer le foncier par rapport... Parce que là, on a comment dire, implicitement dit qu'il y avait du foncier au sens où il y a une emprise minière, il y a des effets plus larges, etc. Donc il y a une spatialisation de l'activité minière, mais une fois qu'on a dit spatialisation, on n'a pas dit foncier encore. Donc la question, c'est voilà, où situe le foncier par rapport à cette triple enclave ou à ces différentes couches de l'enclave. Donc il y a l'enclave physique, évidemment, donc il y a un périmètre, il y a une concession minière avec des limites. Ça paraît évident. Après, il faut savoir où se posent ces limites. Donc ce qu'on a dit tout à l'heure, par exemple, pour la Nouvelle-Calédonie, c'est qu'il y a deux choses qui se disent en même temps. C'est que d'une part, les sites miniers en Calédonie sont pour l'essentiel situés sur du domaine public. Ça, c'est un premier point. Donc a priori, c'est une façon de dire que les choses ne sont pas très compliquées dans la mesure où c'est aussi une agence publique qui va délivrer les permis ou les concessions. Donc ça, c'est cohérent. La deuxième chose qu'on a dit, c'est que oui, mais finalement, ce domaine public et ces espaces miniers ont été construits un peu aussi idéologiquement comme des espaces vides alors qu'ils n'étaient pas forcément vraiment. Ce qui veut dire qu'on peut avoir éventuellement des revendications parfaitement légitimes de populations qui disent « mais ça, c'est un espace qui, quelque part, appartient à notre espace de vie, en fait ». Après, la question, c'est comment les ayants droit potentiels, les gens qui revendiquent une antériorité ou des droits sur cet espace, vont manifester cette revendication. Et là, on en arrive à la construction de l'enclave institutionnelle. Donc le foncier, ça peut servir de base de négociation aux accords, en particulier aux IBA dont je parlais tout à l'heure. Et il y a plusieurs façons de faire, c'est-à-dire, dans le cas calédonien, très clairement, les populations locales utilisent leur antériorité par rapport à l'espace minier pour être partie prenante dans le projet. C'est-à-dire qu'ils ne revendiquent pas le foncier en tant que tel, sachant qu'il y a eu précédemment une réforme foncière, bon, qui n'est pas forcément totalement finie, mais qui globalement est plus ou moins aboutie,
où là, la base de la revendication foncière, c'était de dire ces espaces-là ont été spoliés, en particulier par des propriétaires privés, les colons et leurs descendants, il faut nous les réattribuer. Donc ça, c'est une façon de revendiquer le foncier. Sur les projets miniers, les gens font différemment. Ils ne disent pas il faut nous réattribuer l'espace-là, ils disent reconnaissez-nous comme étant les premiers occupants des lieux, et sur cette base-là, donnez-nous un accès privilégié à l'emploi, à la sous-traitance, et prenez compte aussi de nos revendications en matière environnementale, par exemple. Donc il y a plusieurs façons d'utiliser le foncier. Il y a une couche qu'on pourrait qualifier de juridique, c'est-à-dire de dire on veut une réattribution foncière parce que c'est nous qui étions là avant. Et il y a une couche qui est plus historique, qui dit reconnaissez notre antériorité pour qu'on puisse discuter et négocier un certain nombre un accès à une part des revenus miniers. Ça, c'est pour la Nouvelle-Calédonie. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, ça se passe extrêmement différemment parce qu'on n'a pas, cette séparation. On n'a pas un domaine coutumier qui est juridiquement figé par un cadre juridique très serré. On a au contraire une situation qui ressemble beaucoup plus aux situations ouest-africaines en particulier. On a un domaine qui correspond à des droits coutumiers non reconnus, en fait. Et donc, à chaque fois qu'il y a un projet minier, d'un seul coup, il y a une espèce de machinerie incroyable qui se met en place, qui tourne autour de l'expertise, en particulier d'anthropologues, le projet minier qui arrive et qui veut redistribuer, qui veut clarifier les droits. Et donc, il y a un travail très massif d'identification des clans, disons, propriétaires fonciers. Et ça aboutit en quelque sorte à l'émergence d'une idéologie extrêmement propriétariste. Ah, de la contestation. On aboutit à l'émergence d'une idéologie propriétariste très forte qui est extrêmement récente, qu'on peut qualifier de néo-coutumière, c'est-à-dire que les gens ne demandent pas de la propriété privée, ils disent c'est la propriété du clan machin ou truc. Donc on aboutit, via cette expertise anthropologique qui est massivement mobilisée, on aboutit à une construction de droits de propriété collectifs reconnus en particulier par l'entreprise minière et qui sert de base aussi à la négociation éventuellement de prise d'intérêt, de prise de participation, c'est-à-dire que dans les dispositifs qui sont mis en place en Papouasie, il y a l'idée de royalties et les propriétaires fonciers sont reconnus via ce travail d'identification foncière et se constituent en général en association des propriétaires pour pouvoir avoir accès à une part de la royalty. Et après, ce que je trouve intéressant, c'est si on reprend cette tripartition et l'idée d'une enclave aussi idéologique, il y a aussi cette construction idéale, entre guillemets, du foncier comme médiateur du rapport à la mine. Donc il y a plusieurs types de construction en fonction des acteurs. L'idée de ces espaces miniers vacants, 100 mètres, parce qu'ils étaient tout à fait en dehors des espaces réellement peuplés par les Kanaks en Nouvelle-Calédonie, c'est une partie de cette construction idéale. Après, il y a d'autres façons de construire ça, et les populations locales ont aussi leur façon à elles de revendiquer une légitimité via des récits, via des mythes, etc., qui souvent font appel à une représentation du sous-sol. En Papouasie, c'est très fort, donc il y a des réseaux qui sont des réseaux liés à des cosmogonies, qui ne sont pas du tout des réseaux fonciers au sens strict et territorialisé du terme, mais qui sont des façons de dire, voilà, cet espace que vous voulez creuser et exploiter, c'est un espace auquel on est lié de façon intrinsèque depuis très longtemps via un certain nombre de relations avec des entités qui sont non humaines. Donc il y a aussi ça qui se passe dans la question foncière. Donc là, de façon plus peut-être plus concrète, on peut poser justement sur ces bases-là, on peut se demander quels sont les instruments qui sont utilisés pour faire cette articulation. Pardon. Alors, il y en a plein. Alors, il peut y avoir évidemment des titres, des choses très classiques, mais il y a eu aussi toute une élaboration, et c'est frappant autant en Nouvelle-Calédonie qu'en Papouasie, c'est la constitution d'entités foncières néo-coutumières qui permettent de faire l'interface entre le monde coutumier et le monde du développement, on va dire, pour faire bref. Parce que ce n'est pas utilisé uniquement par rapport à des enjeux miniers. Et en Calédonie, il y a ce qu'on appelle les groupements de droits particuliers locaux, qui d'ailleurs n'étaient absolument pas des outils fonciers au départ, quand ils ont été créés en 82, mais qui sont devenus des outils de redistribution foncière à partir des années 90. Donc en gros, un GDPL, c'est quoi? C'est une entité comprenant des personnes qui sont de statut coutumier, parce qu'en Calédonie, il y a des personnes qui sont de statut coutumier et d'autres qui sont de statut de droit civil, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, droit civil.
enfin qui ne sont pas de statut coutumier. Donc ce n'est pas des entités collectives, c'est une liste d'individus, un GDPL, qui sont tous de statut coutumier. Bon, il s'avère qu'en général, comme c'est localisé, c'est lié à une revendication, les gens sont tous membres soit du même clan, soit de plusieurs clans, soit de la même tribu. Donc il y a des liens. Et la façon dont les gens sont membres d'un GDPL est très ambiguë, c'est-à-dire le droit dit c'est des personnes, et on s'aperçoit dans l'actualisation des droits et dans la façon dont se passent les mises en place de projets, par exemple, sur ces espaces, c'est qu'il faut aller demander une autorisation à la chefferie, etc., et que les gens sont au fond pas exactement des purs individus, mais c'est aussi les représentants d'une entité un peu plus large. Donc ils ne peuvent pas parler de manière complètement individuelle. Mais bref, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un dispositif institutionnel qui a été créé, et les Incorporated Land Groups en Papouasie, c'est un petit peu du même ordre, ça a été créé un peu à la même époque, un peu plus tôt, qui sont des outils vraiment d'interface pour régler un peu cette articulation entre un foncier qui est revendiqué sur des bases coutumières, plus ou moins collectives. Il ne faut pas imaginer que les droits sont purement collectifs, évidemment, mais en tout cas sur des bases claniques, pour dire les choses de manière ou lignagère, face à un projet minier. Mais une fois de plus, dans le cas de la mine, c'est massif et il faut arriver vite à des résultats, mais ce n'est pas spécifique à la mine. Mais face à un projet qui a besoin de clarifier, en gros, à qui il doit parler, en fait. Alors après, il y a d'autres façons de faire, et je sais que je trouve frappant en Nouvelle-Calédonie, c'est tout le discours actuel des institutions néo-coutumières qui ne sont pas tellement justement sur le GDPL, parce qu'ils sont très dubitatifs sur cet outil, qu'ils considèrent comme un outil, on peut dire qu'il est néo-coutumier, on peut dire qu'il est néocolonial, mais en tout cas, vu du point de vue du Sénat coutumier, il est un peu néocolonial. Je pense qu'il est évidemment les deux en même temps. Et donc l'idée, c'est de sortir un peu de cette idée du GDPL, qui est à la fois un groupement qui peut être foncier, mais qui ne l'est pas forcément. C'est aussi un regroupement de personnes de statut coutumier qui leur permettent aussi de construire des sociétés, des compagnies de sous-traitance, etc. C'est devenu un outil extrêmement flexible qui permet justement de construire l'interface, mais pas simplement foncière avec l'industrie minière. Et en Nouvelle-Calédonie, donc les instances néo-coutumières type Sénat coutumier travaillent aussi sur sur un travail plus de fond. Et là, ce n'est pas inintéressant parce que c'est une façon de dire on va travailler plutôt sur le fond qu'en fonction de l'injonction d'un projet spécifique pour essayer de mettre en évidence des zones d'influence clanique précoloniale, qui essayent de restructurer les chefferies pour que ça devienne des interlocuteurs qui soient aptes à discuter avec des projets, etc. Alors c'est un projet qui est probablement pour partie illusoire, hein, vu l'histoire coloniale extrêmement heurtée avec des déplacements de population dans tous les sens. Il est très probable qu'on n'arrivera pas à retrouver, par exemple, des zones d'influence précoloniale de tous les clans, parce que ça a trop bougé, il y en a plein qui ont disparu, etc., qui ont été transportés d'un bout à l'autre du pays. Donc il y a un caractère extrêmement illusoire à ce projet. En même temps, il n'est pas inintéressant dans la mesure où il n'est pas juste une réponse directe à une injonction, mais il essaye de faire un travail de fond plus large. On peut discuter, hein, c'est une façon positive de le voir. Et au-delà des outils ou des instruments spécifiques, il y a vraiment des dispositifs au sens d'un ensemble d'outils plus ou moins articulés que constituent les IBA dont j'ai parlé tout à l'heure. En Papouasie, il y a une formule qui est intéressante, c'est les... Pourquoi j'ai mis ça? C'est Development Forum, qui sont des arènes de négociation avant les projets. On retrouve l'idée de politics of time, c'est-à-dire d'anticipation. Avant qu'un projet arrive, il y a une table de négociation qui se met en marche. Alors au début, ce n'était pas du tout un truc communautaire, local et participatif, c'était l'État et l'entreprise minière. Et pour différentes raisons, ça s'est transformé en quelque chose de plus large qui met en présence aussi les différents niveaux politico-administratifs. Et il s'agit de savoir comment la rente ou les revenus miniers seront redistribués, c'est-à-dire le partage entre les différents niveaux administratifs, jusqu'à l'association des propriétaires fonciers qui auront été reconnus via un travail d'identification, d'expertise anthropologique. Et ce n'est pas simplement la clé de répartition, mais c'est aussi les modalités de distribution de la rente. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura des projets de développement local, est-ce qu'on va construire des écoles, etc. Donc la forme concrète aussi de cette redistribution. Donc a priori, c'est une formule qui est extrêmement intéressante, mais qui ne fonctionne pas forcément de manière optimale, parce que pour que ça fonctionne, il faudrait que l'État de Papouasie-Nouvelle-Guinée soit en état justement de suivre tout ça. Or, il est tellement, d'une part corrompu, d'autre part clientéliste et d'autre part peu efficace, que c'est un frein absolument massif à la fonctionnalité de ces development forums, et ce qui fait qu'on a des sites miniers en Papouasie-Nouvelle-Guinée qui sont des lieux de violence extrême, avec des taux de mortalité qui ressemblent plus à l'Irak que même à Johannesburg, pour dire.
Bref, voilà, mais c'est quand même un instrument qui, sur le principe, est intéressant. Après, on peut, si on élargit la notion de dispositif, on peut considérer que ce que j'ai dit tout à l'heure sur Freeport en Papouasie occidentale, c'est aussi un dispositif de cette articulation via violence et clientélisme. C'est un autre dispositif. Clientélisme au plus haut niveau entre la firme minière et l'État indonésien. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en Indonésie, il y a quand même eu une transition démocratique en 1998. Manifestement, en tout cas dans les années 2000, ça n'a rien changé à ce dispositif. Et puis il y a une très forte violence, c'est-à-dire une utilisation de la violence pour que l'enclave matérielle, extractive, économique soit préservée. Face en particulier à des mouvements autonomistes qui réclament l'indépendance de la Papouasie occidentale. Voilà, alors juste, bon, ça c'est l'usine du Sud, donc de la Nouvelle-Calédonie, pardon. Cette articulation foncier, population locale, entreprise minière, ça donne ça. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est pour vous dire qu'on part justement de ces groupements style GDPL qui regroupent la population locale pour construire des dispositifs institutionnels d'interface avec le monde économique. Et ça permet de développer des sociétés qui vont faire de la sous-traitance, qui vont faire différentes choses. La restauration, la SAS Goromine, c'est un lieu d'interface aussi qui gère toute la sous-traitance sur le chantier minier. Mais donc on a vraiment une articulation qui est très explicite, même si le schéma est un peu compliqué, entre une base coutumière et foncière et le fonctionnement du chantier minier en fait. Donc il y a une espèce aussi, moi ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a une espèce d'innovativité institutionnelle qui est quand même très très forte. Par rapport à l'idée que la coutume, c'est un frein au développement, enfin tous les clichés qu'on entend régulièrement, ben on voit bien que non, et qu'on peut trouver des formules institutionnelles, alors qu'on peut trouver un peu complexes, qui ne sont pas non plus dénuées de conflits dans leur fonctionnement, hein, ça peut être éventuellement assez conflictuel, mais ça permet d'articuler cette interface mine-société locale en reconnaissant un fonctionnement local qui ne se met pas complètement aux normes du développement en quelque sorte, qui reste reconnu en tant que tel aussi. Voilà, alors là c'est encore plus illisible, mais c'est dans tout ce dispositif, il y a en particulier un accord local qui a été signé en 2008 entre Vale, donc l'entreprise brésilienne, et des représentants autochtonistes et coutumiers, donc il comprend différents éléments. Dont un comité consultatif coutumier environnemental qui peut normalement décider de faire un certain nombre d'études, avoir un effet de veille. Après, je ne rentrerai pas dans le détail, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'à côté de ce dispositif population locale firme, il y a aussi une convention sur les questions de compensation biodiversité qui a été signée entre la même entreprise et la province sud, donc ça fait deux dispositifs qui fonctionnent sur des modalités de compréhension de la compensation qui sont complètement différents l'un de l'autre, qui sont évidemment non articulés l'un à l'autre. Enfin bref, ce n'est pas si simple que ça, il y a beaucoup de désarticulations, mais ce dispositif-là est quand même relativement intéressant. Et donc là, très typiquement, donc, il y a eu des engagements de Goro par rapport au fait d'embaucher des techniciens environnementaux, de mettre en place un programme de reboisement des zones périphériques, des pépinières, etc. Voilà, donc on est typiquement dans la machinerie de ces accords de partage des bénéfices entre entreprises et communautés. Alors je vais essayer de finir rapidement. Attends, j'en suis 42 minutes. Ah oui, il faut que je me dépêche. Donc ça, c'est une façon, bon, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est une façon un petit peu de schématiser l'arène minière. Alors le fait qu'il y ait des petits étages comme ça pour chacun des blocs, c'est une façon de dire que les blocs ne sont pas homogènes, ce ne sont pas des monolithes. L'État, on le sait, il y a différents niveaux. Les communautés, on sait qu'elles peuvent être éventuellement conflictuelles. Mais la firme aussi, c'est important de se rappeler qu'une firme minière, ce n'est pas un monolithe, très loin de là. Que les segmentarités au sein d'une compagnie minière sont très fortes, des segmentarités verticales, des segmentarités entre différents services, les services opérationnels face aux services relations communautaires, par exemple, avec des relations de pouvoir qui peuvent être assez brutales. Et donc c'est dans cet ensemble-là que se situe la question de la distribution de la rente et de l'enjeu foncier, avec l'idée de garder en tête ce déplacement, c'est un déplacement tendanciel, il ne faut pas non plus le simplifier, mais vers les relations sociales de compensation qui deviennent clés dans la façon dont les projets sont négociés localement.
Alors après, c'est ambigu parce que négocier un accès à la sous-traitance, on peut considérer ça comme un accès à l'emploi, donc on a des relations sociales de production et en même temps, c'est via des mécanismes qui sont plutôt des mécanismes de compensation. Donc le partage entre les deux n'est pas complètement évident. Mais disons que le fait qu'on passe de travailleurs plutôt à des riverains, en phase avec l'idée que la question de l'environnement est de plus en plus centrale, que le discours de l'autochtonie est de plus en plus fort aussi, c'est des déplacements qu'on voit émerger. Et le quatrième angle de notre quadrangle, qui est peut-être le plus mystérieux, c'est la société, parce que dans les années 80, la représentation, c'était État-firme avec les travailleurs. Dans les années 2000, c'était État-firme, communauté. Et l'idée, c'est de dire qu'il y a quand même un groupe un peu résiduel, en quelque sorte, qui est constitué de plein d'instances qui, a priori, sont extrêmement hétérogènes et qu'on n'aurait pas l'idée de mettre ensemble, à savoir la société civile locale, les ONG environnementalistes, les ONG droits de l'homme, mais aussi les agences internationales, style Banque mondiale, qui sont aussi des générateurs de normes. La société, c'est tout ça. Et c'est important de le mettre ensemble parce qu'au fond, ce que je disais tout à l'heure sur à qui sont adressés les discours, par exemple, de RSE, ils ne sont pas toujours adressés à la communauté, et probablement, ils ne sont pas du tout adressés à la communauté. Ils s'adressent en fait à ce bloc appelé société, c'est-à-dire les ONG, la Banque mondiale, etc., en schématisant. Bref, pour essayer de synthétiser tout ça, l'idée par rapport à la question foncière dans la relation entre population locale et mine, c'est qu'au fond, en simplifiant beaucoup, il y a un peu deux stratégies possibles pour les acteurs autochtones face à des acteurs politiques, économiques, environnementaux extérieurs, parce que je parle de la mine, mais ça fonctionne aussi de la même façon ou de façon assez similaire dans d'autres secteurs. Les enclaves environnementalistes ne sont pas très différentes des enclaves minières d'un certain point de vue. Donc deux options. Première option, c'est l'ajustement des acteurs locaux aux normes globales via, par exemple, ce qui est très très frappant en Papouasie, ce qui a été bien décrit par Colin Feiler, via le développement d'une idéologie vraiment propriétariste, très très marquée, qui est nouvelle et qui est vraiment un résultat direct qu'on peut observer chronologiquement en quelque sorte de ces négociations, en particulier avec les projets miniers. On peut mettre les GDPL un petit peu dans ce type d'ajustement à des normes extérieures. Et puis l'autre façon de faire, c'est qui est beaucoup plus difficile à réaliser évidemment, c'est l'ajustement des acteurs globaux aux normes locales. C'est la façon d'inclure, au fond on pourrait dire ça comme ça, c'est une façon de prendre au sérieux le discours de RSE qui finalement est souvent pas adressé aux communautés locales. C'est de dire, vous voulez être un bon corporate citizen, donc soyez un bon citoyen local, participez à la vie locale. Une façon de le faire, par exemple, c'est quand une communauté locale, ou une commune, ça peut être aussi au niveau municipal que ça se passe, hein, communauté au sens très très large du terme, quand une communauté locale invite, disons, une entreprise minière à s'intéresser à ce qui se passe en dehors de sa concession minière. Alors on pourrait dire c'est logique parce que les dégradations vont au-delà de la concession, ça on s'en doute un peu et l'entreprise le sait pertinemment. Mais quand il y a une demande vraiment de s'intéresser à la vie locale au-delà même des dégradations directes de l'entreprise, c'est vraiment une façon c'est une forme d'invitation à ce que l'entreprise soit partie prenante en fait de la communauté locale. Alors dit comme ça paraît extrêmement idéaliste, utopiste et pas du tout réaliste. En fait, après, ça dépend des configurations et des profondeurs historiques de présence des entreprises. En Nouvelle-Calédonie, prendre au pied de la lettre la SLN quand elle dit qu'elle est une entreprise calédonienne, c'est intéressant parce que ça permet de la prendre au pied de la lettre pour qu'elle joue ce rôle-là. Ça ne veut pas dire qu'elle va le faire, elle va traîner les pieds, etc. Après, on rentre dans la négociation. Mais c'est une façon de faire qui n'est pas inintéressante. Et l'autre façon de faire, c'est aussi affirmer des représentations autochtones. Alors là, je pense à un texte de Brouty qui était intéressant, et on pourrait dire la même chose pour le projet Goro au sud de la Nouvelle-Calédonie. C'est l'entreprise ou le projet extérieur arrive avec l'idée qu'il faut identifier, par exemple, les propriétaires fonciers. Et puis en face, il y a des gens qui disent « Oulala, ça ne marche pas du tout comme ça chez nous. Nous, on a un réseau de clans lié par une cosmogonie particulière, par un serpent qui passe par là, etc. » Je schématise, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une façon de réaffirmer que cette injonction de se mettre aux normes globales, ça ne va pas se passer tout à fait comme ça. Ce qui ne veut pas dire qu'après coup, les gens ne vont pas non plus rentrer dans cette idéologie propriétariste s'il faut. Mais il y aura une affirmation à un moment donné d'une façon de penser le foncier qui ne sera pas celle qui est attendue par l'intervenant extérieur. Et c'est ce qu'ont fait très clairement les chefferies au sud de la Nouvelle-Calédonie. Pour une autre raison, en fait, c'est qu'ils étaient sur des espaces de toute façon qu'ils ne pouvaient pas revendiquer parce qu'ils n'avaient aucune chance de les récupérer. Donc ils ont plutôt expliqué que finalement,
il n'était pas question que l'accord local se fasse avec juste les clans qui étaient au pied du massif, mais qu'il y avait un réseau de chefferies qui était bien plus large que ça et que c'était ça qu'il fallait prendre en compte. Donc c'est une façon d'affirmer aussi des normes locales face à une injonction plutôt à se mettre aux normes globales. Voilà, et derrière ça, bon là je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon on n'en finira pas, mais il y a différentes façons de concevoir le foncier. Je trouve la grille de lecture que propose Abramson, qui est un anthropologue spécialiste des Fidji, qui fait une distinction entre... Alors ça paraît très dualiste, mais en fait après quand on rentre dans une logique de combinatoire entre ces deux registres-là, on rentre dans quelque chose qui n'est absolument pas dualiste, mais l'idée de distinguer un rapport au foncier qui est de type mythique, où on a une espèce de continuum homme-terre passé, avec ce qui va avec, à savoir des frontières non linéaires, des valeurs des lieux hétérogènes, etc. Et puis d'un autre côté, un foncier à caractère juridique, avec une séparation entre sujet-objet, transférabilité des droits, des frontières linéaires et une valeur homogène. Si on part de cette grille de lecture très très simple, et qu'on rentre dans une logique de combinatoire en fonction de qu'est-ce qui domine ou pas à tel moment, ce que je disais tout à l'heure, à savoir quand des clans Papouasie, comme ce qu'observait Brouty, à un moment donné font valoir leur relation qui est plutôt de type foncier mythique pour rentrer en négociation avec la mine, quitte après à rentrer dans une autre logique qui est beaucoup plus celle d'un foncier juridique, qui soit matiné de droit collectif, peu importe. Voilà, il y a cette combinatoire-là qui se met en place et qui est vraiment... intéressante et qui est une grille de lecture, à mon avis, qui n'est pas inintéressante à mobiliser. Voilà, donc pour finir, hop, ça on va laisser. Voilà, donc ça reprend et je pense qu'on peut... Je pense que je vais finir là-dessus parce que sinon je vais dépasser un petit peu mon temps, ce qui est déjà fait d'ailleurs. Donc première chose, c'est un peu ce que je viens de dire, à savoir qu'il y a des combinaisons et des mobilisations stratégiques de ces deux options. Donc aussi avec cette tension entre coutumiérisation, marchandisation, propriétarisation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas voir ça comme des catégories tranchées, mais plutôt il y a des tendances, il y a des effets de continuum. Il y a tout l'enjeu qui tourne autour de cette gestion de l'incertitude normative morale qui me paraît extrêmement importante. L'incertitude normative, c'est quoi les règles du jeu et à quel moment les populations locales sont en état d'imposer certaines règles sur la question de la mise aux normes, dans quel sens elles fonctionnent. C'est exactement ça, cette gestion de l'incertitude normative. L'incertitude morale, c'est plus compliqué, ça renvoie vraiment à la relation de confiance, est-ce qu'elle existe ou pas, comment elle se construit. Donc ce qui veut dire aussi que, ça c'est très classique, ça a été observé en anthropologie du développement, c'est en fonction de la trajectoire antérieure et des relations antérieures avec d'autres projets, les gens vont être plus ou moins enclins à croire ce qu'on leur raconte. Et il y a un aspect que je trouve important qu'on a creusé dans un programme qui s'appelle Nerval, c'est le rôle des événements au sens large du terme dans les reconfigurations justement de ces relations et en particulier des valeurs qui sont attachées à des espaces. Alors les événements, ça peut être un événement climatique, des grosses pluies, un glissement de terrain, ça peut être un événement politique, ça peut être un événement juridique, c'est-à-dire une nouvelle norme qui va changer la donne dans les relations avec les entreprises minières. Mais toujours est-il que les événements sont des moments critiques, je ne sais pas comment les appeler, mais des moments où des normes peuvent être reconfigurées, produites. Et après, la question, c'est de savoir comment l'événement s'inscrit aussi dans des temporalités qui peuvent être diverses. Voilà, je vais arrêter là. Merci. Merci beaucoup, Pierre-Yves, pour cet exposé. La question que je voulais te poser est la suivante. À une réunion, un séminaire autour des activités extractives, il y a peu, en début d'année, de cette année d'ailleurs, à la MSH à Paris, j'avais défendu l'idée que parfois on exagère la spécificité de ce qui se passe autour des activités extractives et que de nombreux éléments qu'on observe dans le cas des activités extractives pourraient s'observer aussi bien dans le cas de n'importe quelle autre activité industrielle, même en France. Donc la question que je voulais te poser, c'est est-ce que vraiment tout ce que tu as mentionné dans cette analyse s'applique strictement aux activités minières, ou est-ce qu'il y a de nombreux aspects qui pourraient
s'appliquer à n'importe quelle activité industrielle. Par exemple, j'avais mentionné le cas des enclaves pharmaceutiques au Puerto Rico, des enclaves de recherche agronomique du CIRAD ou de Syngenta en Puerto Rico de nouveau. De la même manière, à ce qu'on ne rentre pas et qu'il y a plusieurs sas de sécurité dans les enclaves minières, il y en a de manière très similaire, peut-être qu'il n'y en a pas trois, mais il y en a au moins un dans le cas du CIRAD, où n'importe qui ne veut pas rentrer dans les installations d'un institut de recherche qui pourtant produit des biens publics ou supposés publics. Donc la question que je pose, c'est est-ce que l'ensemble de ce que tu observes ne pourrait pas s'observer de la même manière pour n'importe quel établissement industriel dans des contrées plus proches? Oui, non, mais c'est une excellente question. Bon, évidemment, par rapport au CIRAD, Rio Tinto et BHP, c'est quand même des petits joueurs, donc il faut quand même garder les proportions. Mais non, je suis d'accord. En fait, c'est oui et non, évidemment. Le oui, c'est que cette idée de déconstruire un peu la notion d'enclave en se posant la question de ces différents niveaux matériels, institutionnels, idéologiques, et en se posant la question de où se situent les branchements, ça, je pense que ça vaut effectivement pour tout type d'enclave. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça marche très bien pour un parc national, une enclave conservationniste, quelle qu'elle soit. Ça c'est sûr. Cette approche, ça fonctionne. Après, ce que je trouve intéressant dans le cas minier, c'est qu'il y a quand même, justement, on retombe sur cette question de la matérialité, c'est-à-dire un objet n'en vaut pas un autre. Et une enclave minière, ça renvoie au fait de creuser la terre. Donc ça veut dire aussi que les registres qui vont être mobilisés par les populations locales par rapport à cet enjeu foncier, ils seront aussi liés à ce que fait une mine. Et là, je pense qu'il y a des vraies différences. Le fait de creuser la terre permet, d'une part, peut être vu comme quelque chose de particulièrement déstabilisant, d'une part, et d'autre part, entraîne aussi la mobilisation de registres discursifs qui vont être spécifiques, qui sont liés justement à ça, à cet effet-là, en fait. Donc je pense qu'il y a des spécificités liées à la matérialité de l'enclave minière. Il y a des Ça, c'est une spécificité radicale, en quelque sorte. Il y a des choses non spécifiques, comment aborder l'enclave, et il y a des choses qui sont en quelque sorte, on peut dire, semi-spécifiques. C'est le fait que, mais ce n'est pas totalement spécifique à la mine, c'est le côté massif, brutal, etc. C'est-à-dire la rapidité à laquelle les choses se font, le côté, voilà, l'arrivée ultra brutale d'une espèce d'afflux absolument gigantesque de ressources avec des effets monstrueux. C'est-à-dire qu'on voit une mine à ciel ouvert, c'est quand même quelque chose de proprement monstrueux. Donc ça, je pense que ça fait une vraie différence, mais ce n'est pas une pure spécificité minière, c'est juste que c'est gros. Donc voilà, il y a trois registres. L'approche, à mon avis, elle n'est pas spécifique. D'un autre côté, le fait que ce soit de la mine, le sous-sol, on creuse, ça, c'est des choses très spécifiques par rapport à la question du foncier, la question de la relation des personnes au foncier. Et puis après, il y a le gigantisme qui sera relativisé aussi par la temporalité. C'est-à-dire si c'est un projet tout neuf dans une zone où il n'y a jamais eu de mine, ce n'est pas pareil que si on a un historique long, comme en Nouvelle-Calédonie, de rapport à la mine, en fait. Mais en tout cas, c'est une excellente question parce que je trouve intéressant de sortir, c'est ce que tu proposais ce matin dans ton exposé, c'est sortir un peu de rentrer dans un comparatisme entre des types d'enclaves, par exemple. Ça, je pense que ça vaut vraiment le coup de creuser cette comparaison. Donc il faut déminer le débat au sens de sortir d'une focalisation sur la mine. Voilà. Merci Philippe. Est-ce que tu pourrais expliquer encore un peu plus précis la notion d'enclave idéologique ? Parce que ça m'intéresse. Et jusqu'à maintenant, je comprends que les entreprises, ils veulent négocier, mais ils veulent négocier. J'arrive plus à parler. Ils veulent qu'on ne parle pas d'enclave physique comme économique, etc. Mais je ne comprends pas encore le mot enclave idéologique en soi. Bah, c'est bon, en fait, je suis pas sûr que le terme soit bon, mais si, je pense qu'il est quand même pas mal. Mais il y a un aspect où ça marche, où ça fonctionne bien de parler d'enclave idéologique, c'est cette construction idéologique d'un face-à-face entre les populations locales et la mine. Là, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'enclavement aussi de la population locale, de la communauté face à une entreprise minière, comme si l'État n'existait plus. Et selon les cas, il existe plus ou moins l'État. Il est quelque part plus ou moins présent, mais cette construction idéologique des accords locaux qui deviennent vraiment un outil de gouvernance minière absolument extrêmement répandu,
là, je trouve qu'il y a une vraie construction idéologique d'une enclave minière. Et après, faut, une fois de plus, le terme d'enclave, c'est un terme à deux faces, quoi. C'est enclave et branchement. Donc, après, la question, c'est est-ce que la représentation qu'on a de la mine, c'est une espèce de corps étranger posé à un endroit qui va produire des richesses, mais qui reste un corps étranger, ou est-ce qu'on l'insère dans une représentation plus large du développement du pays, de l'émancipation, de l'indépendance? Voilà, à quel point on le désenclave idéologiquement pour l'insérer dans quelque chose de plus large. C'est toujours cette dialectique entre enclave et désenclavement, en fait, plus que enclave au sens strict du terme. Mais l'aspect quand même négociation localisée, entreprise, communauté locale, et l'enclavement que créent ces négociations, qui peuvent être productives pour les communautés locales, mais qui ont un intérêt évident aussi pour les entreprises, parce que le rapport de force est quand même relativement inégal, on va dire. Il y a réellement cet enclavement idéologique en fait, qui est construit dans la négociation. Parmi les instruments, moi je trouvais assez intéressant, au début, moi je pensais que ce n'était pas des bons outils, mais les instruments de société d'actionnariat simplifié, là, qui sont... Ouais. Et ça, je trouve que c'est vraiment emblématique, voilà, parce que ça a l'air super compliqué, et de fait, c'est quand même des montages institutionnels qui sont quand même super compliqués. Et les gens, mais s'y retrouvent super bien. Ils ne sont pas du tout dérangés par ça, quoi. Ils comprennent que c'est prise de participation, machin, je peux faire bosser ci. Ils l'adaptent, ils l'utilisent, et ils ont une agilité, en fait, dans ces outils-là, qui est quand même assez surprenante, quoi. Et donc du coup, moi je me dis que ça colle assez bien quand même, finalement, ça ouvre des possibilités qu'on ne pensait pas possibles, quoi. Et voilà, et bon, ça je trouve que c'est un bon exemple en fait de montrer qu'on peut, avec des instruments qui semblent compliqués mais qui en fait au final sont adaptés, le jeu des possibles est quand même, on peut faire beaucoup de choses, quoi. Voilà. Et bon, voilà. Juste ton avis là-dessus, parce que ça, c'est un schéma qui avait été construit en province sud, qui a été réappliqué après en province nord et qui devient un peu un instrument de partage, en fait. Sur le travail aussi, ça permet aussi de faire embaucher son clan, son truc sans être embêté. Ça permet plein de souplesses, en fait, qui sont assez efficaces, quoi. Je trouve que c'est non, mais ouais, je suis d'accord. Ouais. Et surtout, l'instrument de base de ces trucs-là, parce qu'en fait, il aurait fallu inverser la pyramide, parce que le foncier est en haut, donc c'est un peu étrange, mais ceci dit, il s'agit de creuser. Donc. Mais les GDPL, c'est typiquement... Il y a plusieurs choses. D'une part, les GDPL ont été construits comme interface. C'était pas très clair à quoi ça allait servir. Après, ça a été saisi par la réforme foncière pour faire la réforme foncière. C'est un outil d'une fluidité, d'une flexibilité parfaite. Ça a permis d'aller très vite à une époque où on ne savait pas très bien combien de temps on avait devant soi. Donc ça a été un outil très très efficace, ça a permis de faire le maximum de redistribution en un minimum de temps, c'est-à-dire en gros en 3-4 ans dans les années 91-94. Ça a été très efficace. Et après, il y a une réutilisation de ces GDPL qui sont plus simplement fonciers, outils de redistribution, mais qui redeviennent un peu ce qu'il était prévu qu'ils soient au départ, à savoir des instruments d'articulation avec le développement, sans que la base foncière soit explicite au sens juridique du terme. Il y a une vraie base foncière parce que les clans, ils ne sont pas de n'importe où et ils sont quelque part en quelque sorte. Et après, à partir de là, donc ce montage GDPL, il s'est complètement popularisé, il fait partie de la vie locale. Et à partir de là, les montages SCP, etc., ça s'est construit par là-dessus. Et effectivement, ça s'est construit et ça a été approprié. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois la trajectoire de l'outil GDPL, qui est une trajectoire pas du tout linéaire. Et après, il y a, comme tu dis, il y a aussi... un modèle qui s'est construit, GDPL, SCP, SAS, qui est un modèle qui a été construit là, qui a été transféré. Donc il y a aussi le rôle d'un certain nombre d'experts qui ont été extrêmement efficaces dans la construction du modèle, qui ont joué un rôle, pas simplement dans ces gros projets, mais ils étaient là dans d'autres endroits, à Thio ou ailleurs. En fait, ce modèle a été réapproprié sans même ces experts-là à certains moments aussi, par les gens qui construisent maintenant des trucs. L'idée de construire une entreprise avec des GDPL, chaque GDPL représentant une tribu ou un clan, maintenant c'est une espèce de réflexe quasi spontané, quoi. Et c'est une façon de construire une entreprise qui soit redistributrice, c'est-à-dire l'idée c'est qu'on ait une base un peu égalitaire, que tous les clans ou toutes les tribus soient représentés dans l'entreprise, par exemple. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais est-ce que c'est de l'argent qui va être versé à des GPL qui est connecté avec cette idée, parce que tu as écrit actionnariat, et comment ça se passe si le chef d'un clan reçoit ses 20%, comment il partage? Est-ce qu'il est forcé de partager ou est-ce qu'il peut dire « moi je suis le clan » ou, il se démerde. Hein. Non, après, l'argent il circule à plusieurs endroits, mais effectivement, à un moment donné, il y a une redistribution de dividendes. Et
logiquement, ça doit se faire de façon relativement transparente. Une fois de plus, un GDPL, c'est un groupement d'individus. Ça ne veut pas dire que tout va se passer super bien tout le temps. Hein, mais... Tout le monde est inscrit, chaque individu. C'est une liste de personnes, oui. Ouais. À travers le GDPL, tu emmènes tous les gens qui sont dans le GDPL. Et après, l'idée là, c'est il n'y a pas forcément de l'argent au début. C'est pas une mise d'argent au début, surtout si c'est le fait que tu sois reconnu comme légitime sur le foncier. Ça te donne accès à un droit de tirage après sur la part des marchés et sur les revenus des entreprises. Mais en général, il n'y a pas trop d'argent parce que les revenus sont pas... Il n'y a pas trop de dividendes. En général, c'est réinvesti en fait et ça tourne sur le... Voilà. Il y a quelquefois des dividendes. Et là où c'est un peu intéressant, c'est qu'on a 3 GDPL donc, sur une base foncière avec des gens qui se sont dit on est de là et on a un truc. Et après, pas de problème pour associer aussi la SCP là, des petits porteurs. C'est des gens qui, eux, sont dans le coin. Mais ça peut être des blancs, ça peut être des qui ne sont pas dans le truc, mais qui s'associent et qui, du coup, peuvent aussi bénéficier de ça. Alors, en général, eux, ils payent, par contre, la mise. Donc, ça fait des équilibres qui sont assez... voilà. C'est pour ça que c'est d'une souplesse qui est assez forte. Et en même temps, d'une complexité... Parce que le fait de participer ou pas financièrement au départ, ça dépend, parce qu'il y a des cas aussi où tu as une participation financière. En général, elle est faible, mais elle peut exister. Et là, il y a quand même une petite reconnaissance du fait que Goro, le GDPL le Goro, c'est celui qui est vraiment au pied du massif. Donc, il a une participation un peu supérieure. En fait. Donc, il y a des espèces d'équilibres qui sont totalement localisés, qui se construisent dans la négociation. Et le GDPL permet cette fluidité. C'est vrai que pour le coup, c'est un outil assez intéressant, quoi, du fait de cette fluidité, flexibilité. Après, l'argent, ça circule différemment. C'est qu'après, la SAS Goromine, en fait, c'est un lieu d'interface qui gère les contrats de sous-traitance avec l'entreprise et qui les redistribue. Ce n'est pas une société directement qui va faire les travaux, elle va redistribuer à des petits sous-traitants individuels, la plupart du temps, qui vont faire les travaux. Donc, c'est un lieu d'interface qui permet à l'entreprise d'avoir un seul interlocuteur pour négocier la sous-traitance, en fait. Au niveau des zones minières, on observe souvent des cas de conflit. Je ne sais pas, dans ce cas-là, est-ce qu'il y en a eu ou sinon, comment ça s'est passé pour qu'il n'y ait pas de conflit ou de tension autour de l'installation ou généralement au moment où on doit restituer, c'est-à-dire les infrastructures de la société pendant la fermeture. Il y a souvent des conflits, je ne sais pas. Ah non, mais rassure-toi tout de suite, il y a eu plein de conflits. Ouais. S'il y a eu un accord, s'il y a eu tout ce montage, c'est le résultat d'un conflit aussi. Enfin, la SAS, elle a été construite en 2003, ça n'avait pas encore été extrêmement conflictuel. Par contre, l'accord qui est mentionné dans la diapo suivante, là, c'est vraiment le résultat d'un conflit qui a duré plusieurs années, qui a été très... il n'a pas été d'une violence inouïe, mais il était quand même un peu chaud par moments, quoi. Donc c'est vraiment... Pour les entreprises minières, le conflit, c'est un mode de gouvernance. Et tant qu'il n'y a pas de conflit, on continue. Tant que personne ne dit rien, on avance. Et puis s'il se passe quelque chose, là, on pense à négocier. La SLN, en particulier, historiquement, c'est vraiment construit très, très nettement comme ça. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas de conflit, on continue. Si jamais il y a quelqu'un qui se lève, qui dit, là, quand même, vous exagérez, ben, on négocie au gré à gré. Et petit à petit, la stratégie des populations locales, ça a été de publiciser au maximum les conflits. C'est-à-dire d'ouvrir, de faire en sorte que ça devienne des enjeux, des vrais conflits et pas juste des petits différends interindividuels ou entre une personne et l'entreprise. Et c'est là qu'ils ont réussi à publiciser, socialiser le conflit et en faire autre chose et pousser aussi la SLN à devenir un peu plus, en quelque sorte, responsable dans ses actions. Bon, il y a encore un peu de chemin à faire, mais... Donc oui, non, il y a eu des conflits et tous les accords, il n'y a aucun accord qui ne soit pas le résultat d'un conflit. Hein, ça, c'est... Et y compris l'implantation de l'usine du Nord, ça a été quand même un bazar infernal, ça a changé de site, enfin ça a été extrêmement conflictuel aussi, quoi. Et puis le protocole de Bercy dont parlait, enfin l'accord de Bercy dont parlait Jean-Michel ce matin, c'est aussi du rapport de force, des conflits. Et puis ce qui est intéressant, c'est on n'est pas dans une logique linéaire, c'est du moins conflictuel au plus conflictuel et après on négocie. Il peut y avoir aussi au même moment l'utilisation de registres de communication très différents. Brûler des voitures, négocier, embaucher un juriste, enfin on peut faire tout ça en même temps aussi, quoi. Voilà, c'est là que je voulais en venir, c'est-à-dire comment ils ont procédé à ces négociations pour soit limiter le conflit ou l'éviter, c'est-à-dire prévenir. Parce que des fois, les conflits, ça peut venir brutalement, tout comme ça peut commencer par des murmures et des petits regroupements. Bon, c'est-à-dire, un exemple que j'ai vu, c'est en Guinée forestière, il y a eu des massacres
voire même on déplace l'armée directement, un contingent qui descend au village pour calmer les gens. Et la façon de calmer avec la Kalachnikov, ça s'est mal passé. Alors c'est un peu l'expérience que je cherche. Comment négocier pour qu'il n'y ait pas de mort, de mauvais souvenirs entre la société qui s'installe, qui bien sûr parfois pouvait faire profiter à la population locale, et que la négociation ne s'est pas bien passée, et le conflit s'est installé, le gouvernement étant plus puissant que la localité, en quelque sorte ne tire pas bien profit parce que les élites qu'ils envoient dans leur localité finissent par avoir des mésententes avec leur population d'origine. Et du coup, la situation devient compliquée, les gens perdent leur crédibilité. Alors, on ne sait plus qui peut jouer l'interface entre la population locale et d'autres sociétés qui s'installent, parce que lorsque les enfants de la région ont perdu leur crédibilité auprès de leurs parents, ça devient super compliqué. Oui. Toute personne qui vient d'une autre région, ils vont dire « Ah, mais c'est un étranger, il n'est pas autochtone ». Alors que les autochtones, ils ne peuvent plus écouter leurs propres frères. Ils se disent non, mais il était venu avec telle société et voilà ce qui était la suite. Ce sont ces conseils-là que je cherche. Comment procéder à ces négociations, surtout pour prévenir les conflits au lieu d'attendre que les gens se lèvent et qu'on dise bon, l'armée descend pour calmer et voilà. Prévenir les conflits, une fois de plus en Nouvelle-Calédonie, les conflits n'ont pas été prévenus. En général, il y a eu conflit et il y a eu négociations et accords. Après, les conflits n'ont pas pris des ampleurs extraordinaires. Là, il y a eu des moments de violence, mais il n'y a pas eu de massacre, il n'y a pas eu de... voilà, le degré de violence a été quand même relativement contenu, aussi parce qu'on est dans un espace qui est quand même... C'est une société qui est difficile à qualifier en termes de colonial, post-colonial, mais c'est un espace qui est quand même plutôt démocratique, on va dire. Ce qui joue quand même sur le fait que les conflits ne s'étendent pas plus qu'à un certain niveau. Après, je pense que le souvenir des événements, c'est-à-dire la période de conflit des années 80, fait que les gens sont quand même très attentifs à ce que ça n'aille pas trop loin. Je pense qu'il y a une espèce de conscience collective du fait que les événements, même s'il n'y a pas eu 300 000 morts, mais plutôt 80, c'est quand même un souvenir extrêmement récent, extrêmement douloureux. Donc les gens font attention aussi. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui se passe aussi. Et puis il y a une présence de l'État, mine de rien, qui est un État régulateur. Alors on peut discuter sur ces interventions, mais toujours est-il que c'est un ensemble de facteurs qui expliquent que les conflits ne prennent pas une ampleur extrême. Mais après, il y a les entreprises, c'est qu'ils sont comme ça, les entreprises, hein, ils anticipent quand même assez peu les conflits. Globalement, les mineurs, ils ont l'habitude d'avancer et tant qu'on peut creuser et que personne ne vous emmerde, on continue, quoi. C'est quand même le fonctionnement normal d'une entreprise minière, à la limite. D'un certain point de vue, je n'ai même pas de jugement par rapport à ça, c'est leur boulot, quoi. Mais de facto, ça les fait attendre le conflit avant de commencer à réagir, en fait. Bon, je caricature un peu, évidemment. Je crois qu'il y avait Cécile qui voulait... S'il y a la force carrure de rire, ce qui l'empêche d'être vu, donc c'est... Bon, c'était une question. Je voulais revenir sur les deux options que tu avais évoquées dans les stratégies entre populations autochtones et les acteurs extérieurs environnementaux, économiques, etc. J'ai beaucoup apprécié ton approche comparative. Est-ce que, enfin, au niveau de l'espace océanique, est-ce que cette approche-là te permet de formuler des hypothèses quant aux conditions sociales dans lesquelles il est possible que ce soit les acteurs internationaux qui s'ajustent aux normes locales? Est-ce que tu... C'est une bonne question. Non, mais je pense qu'il n'y a jamais un ajustement complet aux normes locales parce qu'ils ne peuvent pas se permettre ça. Ça, c'est clair. Après, je pense que ce qui nous manque, en fait, c'est des programmes de recherche comparatifs sur la même entreprise, la même multinationale dans plusieurs contextes différents, pour voir un peu comment... Parce qu'il y a je pense qu'il y a des vraies différences dans la façon de s'adapter. Après, c'est clair que ces entreprises jouent aussi... je sais que l'entreprise, bon, maintenant c'est Vale, les Brésiliens, avant c'était Inco. Et Inco, ils avaient aussi un site à Raglan, au nord du nord-est du Canada. Et en fait, ils ont bien expliqué quand même aux Inuits qui étaient fâchés et qui en voulaient plus que s'ils continuaient, ils iraient en Nouvelle-Calédonie parce que c'était quand même vachement plus cool de creuser des cailloux. Donc il y a aussi ce jeu-là de la part des entreprises. Mais je pense que c'est vraiment... Ça vaudrait vraiment le coup d'avoir un programme comparatif sur une même entreprise multinationale, sur des sites très différents pour voir un peu la manière dont l'entreprise va s'ajuster plus ou moins aux situations locales en fonction, on pourrait imaginer une batterie de critères liés au caractère plus ou moins démocratique du pays, la vitalité plus ou moins forte de la société civile, l'existence de structures coutumières en état de marche, le degré de pauvreté. Enfin, on imagine assez facilement la batterie de critères qui permettrait de développer un
un travail comparatif. Mais ça, je pense que bizarrement, ça jamais. Je crois pas que c'était. Enfin, à ma connaissance, en tout cas, je ne connais pas de projet de ce type-là, et je pense que ce serait vraiment intéressant, quoi. Il y en a peut-être partiellement, mais un peu systématique. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait, en fait. Il y a déjà pas vraiment ça sur les projets de développement, de comparaison des modalités d'ancrage local ou de renégociation locale des stratégies. Et ça n'existe pas non plus sur les projets de développement. Ben non, ouais. Non, je voulais juste rebondir sur la discussion sur gestion des conflits, notamment par les entreprises. Nous avions publié avec Géraud un article qui s'appelait « Écorce », l'écorce et le noyau, et dans lesquels justement on développait cette analyse de la capacité qu'ont les firmes de non seulement exercer les fonctions essentielles de production à leur intérieur, mais aussi d'assurer tout ce qui est les relations publiques, la question de la RSE, question environnementale, etc., en ayant l'hypothèse de que l'écorce, donc toutes ces fonctions de périphérie qui assurent la légitimité et donc le license to operate de l'entreprise, elle varie bien sûr selon les cycles économiques, selon le début du cycle ou la fin du cycle. Il est probable qu'au début du cycle, cette écorce soit très importante pour permettre l'entrée de l'entreprise et que vers la fin, elle s'étiole parce que les rendements sont moindres et que les coûts d'opération sont majeurs. Mais d'autre part, donc ça c'est dans cette discussion, et cette écorce, elle est spécialisée dans la gestion des conflits. D'ailleurs, dès qu'il y a conflit, l'entreprise peut mobiliser telle personne, soit de l'extérieur, soit de l'intérieur de l'entreprise. Et elles ont l'habitude de les gérer, comme tu dis, ça fait partie de leur travail quotidien. Mais d'autre part, on avait dans un autre travail pour l'AFD, une analyse de la compagnie pétrolière CNPC. On avait donc, après avoir développé cette analyse de l'écorce et le noyau, on avait analysé le fonctionnement de l'entreprise CNPC, notamment avec une analyse comparative Soudan, Niger, Tchad. On avait constaté que, en fait, l'entreprise chinoise n'avait pas d'écorce. Il n'y a pas d'écorce. Ils n'ont pas l'habitude, dans la manière d'opérer de l'entreprise en Chine, il n'y a pas besoin d'écorce, puisqu'il n'y a pas de conflit. S'il y a des conflits, c'est l'État qui les règle à sa manière. Et donc, en fait, la CNPC a dû apprendre au moment d'opérer en Afrique à développer une écorce ou des fonctions relatives à la légitimation de sa présence. Et ça, ce n'est pas encore fait. Cependant, on a pu observer que dans les faits, quand l'entreprise, en comparant le fonctionnement au Niger, au Tchad et au Soudan, que toutes les fonctions relatives à l'écorce n'étaient pas exercées par la CNPC elle-même au sein de l'organisation, mais à travers la coopération bilatérale des ambassades chinoises. Et donc, c'est elle qui, en fait, réglait les conflits liés au fonctionnement de l'entreprise. C'est intéressant. Et ça me fait penser, en Calédonie, il y a un truc qui me frappe, c'est la SLN, donc la compagnie historique, créée en 1880. Eux, ils n'ont pas de service de relations communautaires, des choses comme ça, parce qu'ils sont d'une autre époque, en quelque sorte. Et au niveau des sites, c'est géré par les ressources humaines. Et ça renvoie vraiment à cette hypothèse d'un déplacement des relations de production vers les relations de compensation. C'est-à-dire que la SLN, c'est l'époque des relations de production, des relations de travail. Et leur façon de gérer les communautés locales, qui sont en général les gens qui bossent aussi sur leur site, c'est via ce département des ressources humaines. Et le fonctionnement est d'ailleurs assez intéressant, c'est qu'en général, sur les sites, il y a un directeur de centre qui est en gros un expat. Et il y a un responsable des ressources humaines qui est un local, mais pas trop. C'est-à-dire c'est quelqu'un, il faut qu'il connaisse bien le milieu. Mais s'il n'est pas de la localité, c'est encore mieux parce qu'il connaît bien, mais il n'est pas complètement encliqué, donc on va le contrôler, il ne faut pas qu'il reste non plus trop longtemps. Et inversement, le cas de Goro, enfin Valais, ils ont développé dans le temps, et ça c'est extrêmement intéressant à observer, c'est en gros les trois fonctions dans l'écorce, c'est communication, environnement, relations communautaires, et la façon dont ça s'articule et dont la hiérarchie se fait entre ces différents niveaux. C'est-à-dire Valais, au début, c'était communication, puis le reste, c'était un truc un peu inséré dans la communication. Puis ils sont aperçus que ça ne suffisait pas tout à fait, donc ça s'est extrait. Et récemment, ils ont tout remis dans développement durable,
en embauchant, et là sur un mode très, comment dire, qui ressemble d'ailleurs pas mal à la stratégie SLN, un leader qui a tout un passé de syndicalisme, leader coutumier, ancien sénateur coutumier, membre du gouvernement aussi, leader politique, Kanak, mais pas du coin, du tout. Donc il connaît, mais il n'est pas trop dedans. Donc, déjà, les gens le regardent un peu bizarrement, ceci dit, donc ça ne doit pas être facile tous les jours, mais il y a aussi cette tactique qui est vraiment intéressante. Et donc il y a les évolutions simplement de l'organigramme entre ces trois fonctions, c'est souvent assez révélateur. Ça ne suffit pas évidemment pour comprendre tout ce qui s'y passe, mais c'est déjà révélateur. Ouais. On va peut-être... Oui, c'est ça, on a dépassé un petit peu déjà le temps pour ne pas bloquer Antoine trop longtemps, qui déjà nous fait la gentillesse d'être là. Peut-être qu'on peut, s'il y a une ou deux questions de conclusion, il est prévu un débat, mais je pense qu'on est déjà à la passer dans le débat plus général à travers la dernière question. Est-ce qu'il y a quelques questions quelques points plus généraux de débat général? On peut toujours continuer les discussions autour d'une bière après ça, pour ceux qui veulent. Est-ce que tu as quelques points de conclusion que tu voudrais donner? De conclusion? Pas du tout. J'ai trouvé la journée extrêmement intéressante et il faut en refaire surtout une autre la comme dernière ça. intervention. Et je retiens par contre l'idée de rire, on n'a pas eu le temps d'en discuter, mais pour une autre fois, c'est les questions de positionnement de la recherche par rapport à un monde très compliqué avec des grosses entreprises, etc., les enjeux d'éthique. Là, je pense que on sort un peu du cadre du pôle foncier, mais c'est un débat qui est vraiment intéressant à continuer par rapport au travail dans des contextes où on a des gros intérêts économiques. Oui, absolument, oui. Ok.